Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les différents éléments de suivi. De notre côté, on va en voir 7, à savoir les cookies, la partie HTML5 storage, la décoration d'URL, la décoration des référents, ensuite le champ CNAME, en sixième point le fingerprinting, ainsi que le suivi de rebond, à quoi ça sert exactement et comment ça se passe également d'un point de vue technique. Donc un cookie, comme on l'a vu précédemment, nous permet, de maintenir une, session et donc de comprendre le comportement utilisateur. Il existe, différents types de cookies, des cookies, propriétaires ou des cookies tiers. Les cookies propriétaires sont bénéfiques pour l'utilisateur puisque ça permet d'améliorer son expérience en étant capable de retenir son identifiant, son mot de passe, pour, pouvoir le connecter directement au site, à la prochaine connexion. Ou alors ça peut être, très bien, l'enregistrement de produits dans un panier et ainsi de suite. Contrairement aux cookies tiers qui, eux, ont des fins, purement publicitaires et ces cookies peuvent être implémentés sur le site via différentes manières, soit via des sous-ressources qui sont ensuite, stockées dans un cookie via une API qui s'appelle document.cookie, soit via local storage qui utilise également la même technique, donc avec document.cookie, soit la décoration d'une URL et ça repose également sur le même principe pour, créer un cookie ainsi que sa valeur, définie. Le deuxième point, ça va être HTML5 storage. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un stockage également, présent dans le navigateur, comme les cookies. Il y a HTML5 storage, index database, web SQL. Il en existe d'autres comme les tokens également. Ces 3 derniers sont des stockages inscriptibles par script. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Que le principal moyen d'interagir avec eux est JavaScript. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer, les requêtes directement via HTTP. Donc on est obligé de transformer les données qu'il y a dans le local storage ou session storage en cookies via, l'API JavaScript document.cookie. Nous, on va se focaliser vraiment sur la partie HTML5 storage. Il y a 2 types de stockage, comme on l'a énoncé juste avant. Le stockage de session qui, peut stocker des données et qui est purgé dès que l'onglet est, fermé. C'est-à-dire qu'à la fermeture de l'onglet, on perd, les données, en question. Il y a également local storage qui lui stocke des données sans expiration, c'est-à-dire que vous pouvez très bien fermer l'onglet et le rouvrir par la suite, il aura toujours les données qui seront, stockées. L'avantage, en plus de ça, c'est, la taille. Donc pour, ce qui est, du session storage ou du local storage, la taille est de 5 mégas maximum, contrairement au cookie qui est de 5 kilooctets. Donc ça présente un réel avantage. Par contre, on devra, si on veut transmettre des données via, les entêtes HTTP, transformer, ces données, via, des cookies pour que les cookies puissent être, envoyés par la suite. Le quatrième point à savoir, donc c'est, HTML5 n'est pas envoyé avec les requêtes HTTP, donc ça c'est quelque chose qu'on a énoncé juste avant. JavaScript peut extraire des valeurs de local storage, donc comme on l'avait vu également par la suite, pour transformer ces valeurs par exemple en cookies et les envoyer via des requêtes HTTP. Et on peut également les ajouter en paramètres d'URL au clic sur un lien, parce qu'il y a plusieurs manières de faire transiter des données, des requêtes HTTP, mais également des paramètres d'URL qui seraient présentes, mais par contre visibles par l'utilisateur. En troisième point, on va voir la décoration d'URL. Elle consiste à ce que des fournisseurs ajoutent des paramètres. Comme vous l'avez sans doute déjà vu, si par exemple vous êtes sur Facebook et que vous cliquez sur un lien, dans le lien il y a un paramètre qui s'appelle fbclid égal avec une valeur définie. Ça c'est pareil pour également des campagnes publicitaires pour la partie Google Ads. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un paramètre dans l'URL où il y a marqué gclid égal. Donc ce qui se passe derrière techniquement, c'est qu'on utilise une fois de plus l'API JavaScript document.cookie pour créer ces cookies en question. C'est également utilisé pour les UTM qui est un paramétrage dans l'URL pour mieux segmenter des campagnes, comme par exemple des campagnes emailing. On fera une vidéo dédiée aux UTM puisque c'est quelque chose qui est quand même assez important. Ça permet de mieux segmenter le trafic et de faire baisser également le trafic direct sur Google Analytics et donc d'avoir une meilleure compréhension des données puisque les données seront beaucoup plus qualitatives. Et ça sert également pour le cross-domain tracking, c'est-à-dire la possibilité de lier 2 sites à la même entreprise
si les 2 sites font partie du même, environnement. Par exemple, vous avez un blog, mais qui ne vend pas de produits et qui redirige tout son trafic vers un site marchand et sur ce site-là, on a, seulement, par exemple, quelques pages avec, les fiches produits et également la confirmation d'achat. Eh bien, on pourrait très bien lier ces 2 sites puisqu'il y en a un qui va drainer du trafic et l'autre qui va, générer les conversions et le cross domain tracking, c'est ce qu'on appelle, du tracking, multi-domaine, nous permet de lier tout ça pour, en faire vraiment un écosystème, unifié. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place et je vous expliquerai comment sur la partie analytics. On a ensuite, la décoration des référents. Alors c'est quasiment la même chose que la décoration d'URL, à l'exception que le paramétrage est ajouté sur une page intermédiaire avant d'atterrir sur la page de destination. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir, un clic d'un site vers un autre, derrière ça, il y aura le paramétrage d'une URL qui va s'effectuer entre les 2 URL. Suite à ça, on aura dans l'entête de requête la partie référeur avec seulement le nom de domaine. L'URL sera tronquée. Pourquoi elle sera tronquée? Parce que les navigateurs ne transmettent que l'origine de l'URL dans l'entête. C'est une politique de référence qui s'appelle strict origin when cross origin. Ça permet de sécuriser également les données de l'utilisateur puisque le combat reste le même pour tous les navigateurs par rapport aux traceurs, c'est-à-dire protéger au maximum les données pour ne pas identifier un utilisateur spécifiquement. Le champ CNAME, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert? C'est un type d'enregistrement DNS qui sert à mapper un nom de domaine à une adresse IP, donc à lier vraiment un nom de domaine à son adresse IP du serveur, comme on pourrait lier notre maison à notre adresse et notre code postal. Si on n'avait pas d'enregistrement DNS, on serait obligé de taper des adresses IP au lieu de taper par exemple decathlon.fr ou lafnac.com ou ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de vital et d'essentiel pour nous. Donc on a plusieurs types de champs. On a des champs CNAME ou des champs A. Je vous expliquerai ça juste en dessous. Le champ CNAME, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un type d'enregistrement DNS qui permet de mapper un nom de domaine via un autre nom de domaine. Mais on se sert également des champs CNAME pour mapper des sous-domaines à des adresses IP d'un autre serveur. Comme par exemple, ici, on a un sous-domaine abc.domaine A qui fait un lien vers def.domaine.b qui fait également un lien vers l'IP du serveur d'un autre site. À quoi ça sert exactement? Ça sert à être sur le même domaine puisque on a un sous-domaine et un domaine tiers, donc un autre domaine qui pointe vers une IP du serveur qui ne nous appartient pas à la base et on peut être considéré dans un contexte propriétaire. Donc ça, c'est le premier type d'enregistrement. On a un autre type de champ A ou AAAA qui nous permet de faire un lien de abc.domaine A directement vers l'IP du serveur. Donc on a un pont en moins. À quoi ça sert exactement? Eh bien, c'est la même chose. On pointe un nom de domaine tiers vers l'adresse IP d'un serveur défini. Ça nous permet de passer dans un contexte propriétaire. Ça, c'est avantageux si on veut déléguer certains services, mais ça peut également créer des dangers. Le premier danger, c'est quoi? C'est lorsqu'une requête est envoyée à un sous-domaine. Tous les cookies sont également envoyés. On peut avoir l'identification ou les données personnelles. Un autre danger, c'est de passer donc dans un contexte tiers à un contexte propriétaire, comme on l'a vu juste avant. Les sous-domaines tiers qui pointent vers l'adresse IP du serveur spécifiques eh bien, sont dans un contexte propriétaire. On peut accéder à tous les cookies sans exécuter de script. Le troisième danger, il est courant de déléguer des services. Donc on peut avoir plusieurs sous-domaines qui pointent vers notre site. Si on a délégué des services comme Cloudflare ou autres, qui permettent d'améliorer notamment le temps de chargement. Donc c'est bénéfique, mais une fois de plus, on ne sait pas si on fait confiance à des bons services tiers et on ne connaît pas l'intérêt derrière tout ça. C'est d'ailleurs le quatrième point, aucun moyen d'authentifier l'intérêt derrière. Vous pouvez seulement voir un sous-domaine propriétaire
qui renvoie vers un serveur tiers. Et ensuite le 5e point, alors ça c'est pas un danger, c'est plus une information. Il y a des navigateurs qui atténuent le clocking CNAME, donc le sous-domaine propriétaire qui renvoie vers les serveurs tiers, tout comme Safari ou Brave, qui sont capables de bloquer ça pour empêcher ce genre de danger. Le 6e point, c'est le fingerprinting. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est l'empreinte digitale et ça permet d'identifier sans état et de manière unique l'appareil d'un utilisateur de manière cohérente sur différents sites web. Le but, c'est créer un identifiant via des paramètres et des drapeaux qui sont disponibles dans le navigateur. Ils sont interrogés avec JavaScript et disponibles dans les entêtes HTTP. Donc on va se servir de toutes les entêtes HTTP afin de collecter une multitude d'informations et de pouvoir authentifier un utilisateur. C'est une manière de suivre également les utilisateurs et de les rendre uniques. On parle alors d'entropie. L'entropie, c'est la mesure de l'empreinte digitale. Ce qui veut dire que si une entropie est haute, alors ça permet d'identifier un appareil. Et une entropie qui est basse, ben, on n'a aucune possibilité de authentifier un utilisateur. Cette mécanique, elle repose pas sur un stockage avec état, contrairement aux cookies, qui envoient les infos au serveur directement, et ça nous permet de faire la liaison puisqu'il y a une valeur unique à un cookie. Au lieu de ça, l'identifiant est construit à l'aide donc de paramètres et de drapeaux dans le navigateur et qui peuvent être interrogés vers JS. Je vais vous mettre la liste des différents paramètres. Donc il en existe énormément. On en a listé 14 de notre côté. Le navigateur, la mémoire, le CPU, les plugins, la police, le défilement de l'écran, les cookies en plus, le langage utilisé, et ainsi de suite. À savoir que un des navigateurs est capable de brouiller le fingerprinting. Je vous dis pas lequel, je vous laisserai regarder la vidéo sur les navigateurs qui protègent les données des utilisateurs. Et enfin, le 7e point, c'est le suivi des rebonds. À quoi sert également le suivi des rebonds et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est quand on est sur un site et que l'on va aller directement dans la partie réseau. Vous allez ici cliquer par exemple sur tout et on va avoir ici différents états, notamment ici par exemple on a état 302, on peut cliquer dessus et là on voit l'URL de la requête, donc double-clic. On voit cependant que cette URL est redirigée avant, donc on a une 302 et elle est redirigée où exactement? Sur cette page-là. Donc ensuite sur cette page, on pourra très bien prendre cette page, la mettre dans la barre de recherche pour voir, une fois de plus, pour voir en URL de requête qu'il y aura cette fois-ci creativecdn.com avec soit un code d'état 200, soit une 302, et dans ce cas-là, il y aura un autre rebond avec une autre page sur laquelle on est redirigé. C'est également le principe que l'on voit sur les visuels de gauche. C'est pour ça que j'ai mis en vert et en bleu la liaison entre les deux. On a l'entête de réponse qui renvoie une requête URL. Dans cette requête URL, on a une autre entête de réponse qui renvoie vers une autre page, et ainsi de suite. À quoi ça sert? C'est quoi le but exactement? C'est de pouvoir enrichir ce qu'on appelle des cartes d'identité pour que chaque vendeur dispose d'une table complète et corréler le trafic intersite. Ça n'a aucun intérêt d'un point de vue utilisateur pour l'utilisateur, pour l'expérience, c'est plus pour la partie, on va dire, publicitaire. La finalité sur ce 7e point, c'est quoi? C'est les URL passent des paramètres entre elles pour enrichir au final des cartes d'identité et ainsi créer des audiences intersites. Ici, le but c'est de vous apporter le plus de contexte pour vous expliquer le combat entre les navigateurs et les traceurs tout en maintenant l'expérience utilisateur réussie. C'est un vrai challenge et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dédiée également sur les navigateurs et la manière dont ils protègent les données, notamment un focus sur 2 navigateurs principaux qui sont dans un état avancé en termes de protection des données par rapport aux autres navigateurs.